Bonjour à tous. Nous allons débuter par une petite devinette. Quel est le point commun entre le cannabis, l'héroïne et l'alcool, par exemple ? Eh bien, ces trois substances sont considérées comme des drogues et dans un classement du très sérieux journal médical The Lancet, l'alcool trône au sommet d'un palmarès de 20 drogues légales et illégales en termes de dangerosité pour la santé et pour les autres. Alors, ce qui ne signifie pas que les 19 autres drogues ne le sont pas dangereuses, et je ne suis pas non plus en train de faire le procès de l'alcool ou de tenter de comparer l'incomparable. Non. Si je prends cet exemple, c'est pour vous rappeler que beaucoup de drogues interdites aujourd'hui étaient, il y a encore quelques décennies, autorisées. L'héroïne, en 1914, était vendue librement en pharmacie contre l'asthme, la diarrhée et même comme somnifère pour les enfants. La cocaïne était un médicament autorisé jusqu'en 1960. Les drogues ont toujours et partout existé. Alors pourquoi les interdire ? Alors que selon The Lancet, la pire d'entre elles, l'alcool, est autorisée. Pourquoi ? Raison économique peut-être ? Le trafic de drogue génère 250 milliards de dollars par an. Raison géopolitique ? Les exemples d'opérations secrètes gouvernementales financées par des trafics de drogue abondent. Raisons religieuses ou mystiques, pourquoi pas ? On prête bien des super-pouvoirs aux marabouts, aux chamans ou autres sorciers. Vous voyez, le problème de la drogue ne se résume pas à un point de deal dans un quartier sensible. Non, le problème de la drogue, c'est que, pour beaucoup, eh bien ça n'en est pas un. Comme va nous l'expliquer mon invité maintenant. Alexandre Marchand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire, et vous êtes également l'auteur de L'impossible prohibition, drogue et toxicomanie en France. Alors, avant de rentrer dans le thème qui nous concerne aujourd'hui, juste, je voulais revenir sur le titre que vous avez choisi et les mots que vous avez choisis. Prohibition. Pourquoi ce terme, sachant que prohibition, ça nous ramène aux années 20, la prohibition de l'alcool aux États-Unis de 1919 à 1933. Et pourquoi pas interdiction, censure, pourquoi guerre, pourquoi prohibition ? Non, il y a effectivement une volonté de faire un parallèle avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis entre 1919 et 1933, en sachant aussi que le terme de prohibition est utilisé par ceux qui agissent dans cette bureaucratie internationale de régulation de l'économie illicite des stupéfiants, de lutte contre le trafic illicite. C'est le terme qui est utilisé, et prohibition. Mais l'emploi ici du terme prohibition dans le titre du livre, c'était aussi la volonté de faire un parallèle, un clin d'œil à la situation américaine dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on y trouve quand même un certain nombre d'éléments communs. L'interdiction d'un produit qui ne met pas fin aux usages, et au contraire qui permet à certaines mafias de bâtir un véritable empire sur ce commerce illicite d'un produit qui n'est plus en vente autorisée. Et puis c'est une prohibition impossible, puisque finalement la prohibition américaine n'a rien donné. Elle a été abolie quand les démocrates sont revenus à la Maison-Blanche. Non, mais de toute façon, prohibition... parce qu'en fait, si je vous pose cette question, parce que pour moi, prohibition, c'est une connotation morale. C'est-à-dire qu'on interdit non pas quelque chose qui est mal, mais quelque chose qui ne serait pas bien. C'est très subtil, hein, mais voilà. Et puis bon, prohibition aux États-Unis, ça se conclut par un échec tout de même. Ce sont les ligues de vertu qui, à la base, ont initié la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Donc oui, évidemment, il y a des entrepreneurs de morale qui, à la fin du 19e siècle ou dans les années 60, quand la drogue revient, font de la drogue le symbole d'une décadence des mœurs, d'une déchéance de civilisation contre laquelle il faut absolument lutter. C'est un cancer qui ronge la jeunesse, disait le législateur français à la fin des années 60. C'est un péril toxique pour la nation. Il faut sauver les jeunes de ce fléau, cette source de corruption, et il faut des lois de salut public. C'est le vocabulaire des parlementaires français en 69, lorsqu'ils discutent d'une nouvelle loi de prohibition des stupéfiants en France, la loi de 70. Alors, avant d'arriver à 70, on va quand même rester un petit peu en avant. Donc, ce livre, vous l'avez écrit il y a quelque temps, mais sans remonter à la prohibition, vous auriez pu l'écrire déjà il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans déjà, non ? Alors, après 1970, si j'ose dire, puisque c'est le nouveau stade de la prohibition, sinon la prohibition des drogues en elle-même, elle remonte à la fin du 19e siècle, et elle a beaucoup d'ambivalence en fait dans la manière dont elle se met en place, puisque d'abord c'est une initiative internationale, ce qui interdit les drogues, c'est un système de convention internationale. La première d'entre elles, c'est celle de l'AE. Guidée par qui ? l'AE. C'est les États-Unis ?
Alors les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, toutes les puissances qui étaient intéressées au commerce de l'opium avant la Grande Guerre et qui cherchaient à réguler ce commerce. Et donc la première convention internationale en matière de stupéfiants, la convention de La Haye en 1911-1912, crée un système de marché légal de l'opium entre les États. Et forcément, tout ce qui sort de ce marché légal est considéré comme illégal. Et c'est ça le trafic de stupéfiants. Mais sinon, à la base, le trafic apparaît comme étant à la marge d'une économie mondiale organisée, régulée et donc tout à fait légale, du commerce de l'opium et de la production d'opium et de ses dérivés, cantonné évidemment à des finalités pharmaceutiques, médicales, pour nourrir les industries pharmaceutiques mondiales. Alors, avant de parler de l'opium, parce que c'est quand même là que tout commence, milieu du 19e siècle, entre ce qu'on a appelé la guerre de l'opium entre l'Empire britannique et l'Empire chinois, on va d'abord regarder un sujet de Mathieu Nicolas qui revient un peu sur la définition de drogue. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Et on se retrouve juste après. On regarde. Drogue. Au-delà de son utilisation qui divise, ce terme est sujet à confusion. Pour certains, le mot provient du terme néerlandais droog, désignant matière sèche, ou bien du persan droa, caractérisant une odeur aromatique. Selon Pierre-Arnaud Chouvy, spécialiste de géopolitique des drogues illicites en Asie, la drogue est tout d'abord un produit d'origine animale, végétale ou synthétique qui, introduit dans l'organisme par quelque moyen que ce soit, a des effets biodynamiques et qui peut, dans certains cas, créer une accoutumance plus ou moins grave. Au fur et à mesure du temps, les drogues et ses usages se sont multipliés au point d'être une marque d'appartenance à une culture, un mode de vie ou même un remède médical naturel. Shit, bœuf, coke, crack, les drogues de nos jours sont de plus en plus accessibles et sont consommées par des millions de personnes tous les jours. Alors, quelles sont les drogues les plus consommées? Qui les consomme le plus? Lesquelles sont légales? Sans surprise, la drogue la plus consommée au monde est le cannabis. Légal dans près de 17 pays, sa consommation mondiale représente environ 66 millions de kilos par an. Rien qu'en France, le cannabis représente 80% de la consommation de l'ensemble des drogues et concerne 3,9 millions de consommateurs. À l'âge de 16 ans, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe, malgré son interdiction. Deuxième drogue la plus consommée, la MDMA. Cette substance qui s'est fait connaître dans les années 90 est également connue sous la forme d'ecstasy. Très populaire en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Écosse, sa consommation est difficile à chiffrer précisément car selon l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, cette substance se fait au départ de produits chimiques courants dans les laboratoires faciles à dissimuler. Et enfin, la troisième drogue la plus consommée est la cocaïne. Sa production dans le monde aurait atteint un record en 2017, soit près de 1976 tonnes, une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. La Colombie, pays de la cocaïne, est le principal producteur avec l'Équateur et le Pérou, mais ces pays exportent majoritairement vers les États-Unis et l'Europe. La Belgique est le premier pays consommateur en Europe, suivi par l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Mais ce classement fait fi des drogues licites que la plupart rencontrent dans son quotidien, le tabac et l'alcool notamment, restent les plus consommés en France. Alexandre, on le voit, c'est un fléau international, mais question toute bête, est-ce qu'il existe un lieu dans le monde, un pays dans le monde où la drogue est absolument inexistante ou alors, et à l'inverse, toutes les drogues sont autorisées ? Alors, il n'existe pas de pays où les drogues sont autorisées, puisqu'à la base, la prohibition vient d'un système de conventions internationales qui sont censées être respectées par tous les pays. Et donc, après, c'est traduit différemment dans les droits nationaux, mais normalement, ces drogues sont interdites. D'accord. Les conventions ont été régulièrement réécrites. Il y a la Convention unique sur les stupéfiants en 1961, la Convention sur les psychotropes de Vienne en 1971. Et toutes ces conventions... narco-États, ça n'existe pas. Alors, si, mais pas officiellement, évidemment. D'accord. Et donc, un pays où tout serait autorisé ? Alors, il n'y en a pas actuellement, puisqu'il y a quelques pays qui ont des expériences de légalisation, comme le sur le Portugal, cannabis sur l'Uruguay. Et au Portugal, c'est une décriminalisation, une dépénalisation, ce qui n'est pas tout à fait pareil que la légalisation. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, en France, revenons à ce qui nous concerne. Donc, en France, à quand peut-on dater le premier événement qui aurait choqué le Français moyen, qui aurait pris conscience du danger de la drogue en se disant « Ah oui, on peut mourir, les jeunes sont touchés ». Est-ce qu'il y a une date clé ?
Eh bien, juste avant la loi de 70, effectivement, il y a un fait divers qui est monté en épingle par la presse française au mois d'août 1969. C'est l'overdose de Bandol, où une jeune fille de 17 ans meurt donc d'une injection d'héroïne et fait une overdose. Et à partir de là, la presse en fait ses choux gras au mois de septembre 69, s'est mis en rapport avec d'autres cas d'overdose. Il y a eu effectivement quelques petites overdoses, pas beaucoup finalement, mais on ne va parler que de ça. Et du coup, ça va inciter le législateur à se saisir du sujet. Il y a une commission parlementaire extraordinaire qui est formée à l'automne 69 pour étudier la question de la drogue, qui interroge donc les policiers, les médecins, et puis la justice aussi. Voilà, la justice. On commence à parler de fléau social qui menace la jeunesse, et donc il faut une nouvelle loi pour interdire les stupéfiants, et ça donnera après plusieurs débats la loi du 31 décembre 1970. Donc c'est cette overdose qui a provoqué cette loi. Alors oui. Voilà, effectivement, c'est l'élément déclencheur. Après, il y a aussi la traduction, on va dire, d'une série d'injonctions internationales, puisqu'il y a le système des conventions qui se réforme encore. Il y a la Convention de 61 de l'ONU sur les substances stupéfiantes qui doit être traduite après dans les différents droits nationaux. Et puis il y a aussi une pression américaine qui augmente à la fin des années 60 pour inciter les autorités françaises à démanteler la French Connection, qui est cette fameuse filière de trafic international d'héroïne, dont l'épicentre était Marseille, qui marchait très bien depuis les années 50, et là, ça commençait vraiment à durer. Une drogue qui était consommée, voilà, c'était une drogue en fait qui était produite effectivement dans l'arrière-pays de Marseille. La morphine base venait de Turquie et du Proche-Orient, était raffinée, transformée en héroïne à Marseille et ses environs, et partait. C'était une drogue destinée au marché américain. La différence sur cette héroïne-là, c'est qu'elle atteindait le chimiste. Il y avait un chimiste ultra compétent, si je puis dire, elle avait un taux de pureté trop important. Dit, effectivement, elle avait un taux de pureté de 80%, et les héroïnes qui vont suivre seront moins bonnes. Et c'était Joe Cesari, qui a été le grand chimiste de la French Connection, plusieurs fois arrêté pour ses activités de l'ombre. Alors, vous me parlez de 1970, mais les drogues existaient déjà, ne serait-ce que dans les conflits militaires, parce que en 14-18, il y a eu on donnait des excitants, des amphétamines aux militaires pour pouvoir aller combattre, résister à la douleur, à la souffrance. Est-ce que c'est à ces moments-là que la pharmacologie, un petit peu d'urgence, puisqu'il fallait soulager la douleur des blessés et des soldats, est-ce que la pharmacologie, c'est à ce moment-là qu'elle a pris une autre voie en testant, s'est rendu compte qu'il y a eu les essais LSD sur les militaires américains, on en a beaucoup parlé aussi. Je ne parle pas de Pont Saint-Esprit, je parle bien de... La distinction entre le bon usage de drogue, qui est celui qui est encadré médicalement, pharmaceutiquement, et le mauvais usage, c'est à la fin du 19e siècle qu'on commence à le faire. Quand justement la révolution pharmaceutique moderne, la chimie moderne permet de produire plus massivement les drogues, d'extraire chimiquement de synthétiser les alcaloïdes des substances naturelles, comme vous l'avez dit en introduction, qui sont à la base les drogues, pour faire de la cocaïne à partir de la pâte de coca ou de l'héroïne et des opiacés à partir de l'opium. Et c'est à ce moment-là qu'on a des substances qui sont beaucoup plus fortes en potentiel, à la fois curatif, puisque ça soulage la douleur, ça peut... Oui, parce qu'on parlait d'héroïne, mais la morphine qui vient également de l'opium était excessivement utilisée et l'est toujours. Voilà, et l'héroïne à la base était employée pour traiter la toux. Oui. Donc, et puis on l'a retirée assez vite du marché vu les effets. Donc en fait, à la fin du 19e siècle, la chimie moderne, la pharmacie moderne met sur le marché tout un ensemble de substances au potentiel addictif élevé. Et donc c'est ce qui motive aussi les autorités des différents pays à mieux réguler ce commerce légal de la production en fait, d'opiacés, de médicaments à base de drogue, et pour circonscrire tout ça à un usage médicalement contrôlé. Donc le bon usage, c'est celui qui est encadré par les médecins. Puisque finalement, la grande ambiguïté de l'interdiction mondiale des drogues, c'est qu'en fait, on n'interdit pas la drogue en soi, mais certains usages. Tout ce qui dépasse en fait d'un cadre encadré médicalement, tout cela est considéré comme illégal, interdit, criminalisé, diabolisé, poursuivi. Mais il y a un bon usage qui est celui qui est encadré donc médicalement, et donc on utilise la drogue dans les conflits effectivement pour soigner les soldats, les opiacés. Mais là, je fais un bond dans le futur, mais par exemple le fentanyl, c'est un médicament prescrit par les autorités médicales, les pharmacies, les médecins. Je crois que c'est la première cause de mortalité aux États-Unis en ce moment. Oui, effectivement, ce sont des opiacés de synthèse. Donc, ce sont des produits qui, je dirais, sont produits par l'industrie pharmaceutique. Donc, en fait, et sont prohibés au sens où ils sont régulés, réservés à un certain type d'usage, conditionnés à la prescription. Une prescription qui est contrôlée, qui passe par des ordonnances spécialisées, surveillées, anciennement les carnets à souche en France. Oui, mais ça, Alexandre, derrière, il y a une raison économique.
c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager le gâteau. C'est là ce qu'on est en train de dire quand on voit le fentanyl d'un côté, l'héroïne, la morphine qui ont quasiment les mêmes, qui pourraient avoir les mêmes effets sur quelqu'un qui souffre, qui s'est fait tirer dessus ou quoi que ce soit pour soulager sa douleur. Il y a des contradictions qu'on pourrait taxer d'hypocrisie si on veut à tout prix mettre un on jugement peut, dessus. Mais effectivement, il y a la drogue, la frontière entre drogue et médicaments est particulièrement poreuse. Donc c'est très arbitraire. Qui délimite cette frontière ? Qui a décidé un jour, et pour quelle raison, on a dit, alors ça c'est la même chose, mais ça oui et ça non? Eh bien, à la fin du 19e, début du 20e siècle, les États qui étaient les principaux producteurs d'opium dans leurs territoires coloniaux, bien souvent, ou sous domination impérialiste, alors, si vous voulez, et qui ont décidé de mieux... On va revenir un peu sur cette guerre de l'opium, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'Empire britannique et l'Empire chinois à Hong Kong, début du 19e siècle. L'Empire britannique a de l'opium, n'a plus qu'à savoir qu'en faire, négocie avec ça au comptoir hongkongais avec les Chinois, et ça déplaît fortement à l'Empire chinois. Dans les années 1830, effectivement, la Grande-Bretagne a une production excédentaire d'opium dans les territoires indiens qu'elle domine et cherche à l'écouler dans l'immense marché chinois. L'Empire de Chine n'est pas d'accord et donc s'y oppose. Et ça va conduire à une guerre, la première guerre de l'opium, perdue par la Chine, qui signe le traité de Nankin en 1842. Il y aura 20 ans après une deuxième guerre de l'opium, perdue à nouveau par la Chine, qui doit ouvrir massivement son marché à l'opium britannique. Et c'est d'ailleurs aussi un des nombreux éléments qui amènent les autorités occidentales à légiférer sur la drogue, c'est que les ligues de vertu pointent du doigt non seulement en Occident les mauvais usages de drogue qu'on commence à apercevoir à la fin du 19e siècle, mais aussi on pointe du doigt la situation en Chine, où on voit que l'opiumanie fait des ravages considérables au tournant du 19e, 20e siècle, avec des millions de Chinois fumant l'opium, accros. Et donc il faut réguler tout ça. Non pas interdire le commerce de l'opium, mais mieux l'encadrer, mieux le réguler, sachant que donc l'Empire britannique produit de l'opium, mais la France en Indochine aussi a une régie de l'opium, commerce l'opium. À Fort Bayard aussi, qui est ce territoire français en Chine, début du XXe siècle, on autorise la culture de l'opium et on prélève les taxes dessus, donc on organise ce marché. L'idée, c'est qu'il y a trop d'effets pervers finalement, donc il vaut mieux réorganiser, rationaliser à nouveau ce marché légal et donc bien encadrer la production pour pas qu'il y ait de quantités qui partent en pleine nature avec des grossistes, des sortes de marchands trafiquants qui vont revendre les quantités à d'autres intermédiaires, bien encadrer la production, bien faire en sorte que les productions aillent à l'industrie pharmaceutique qui va raffiner ça en médicaments, opiacés, distribuer dans des circuits bien contrôlés, encadrés, prescrits par les médecins. Enfin, bref, un monopole en fait des pharmaciens et des médecins sur l'opium et ses dérivés. J'ai l'impression que vous êtes en train de me faire un cours d'économie. C'est de l'économie. À la base, c'est de l'économie. Et donc, la prohibition, à la base, est une régulation économique. On cherche à mieux contrôler un marché qui part un peu à la dérive et à mieux, trop de mauvais usages constatés, une situation dramatique en Chine, quand même, humainement. Donc, les ligues de vertu pointent ça du doigt et les États décident de mieux réorganiser le marché pour mieux aussi en tirer un meilleur profit. Et donc, du coup, tout ce qui sort de ce marché légal, là, ce sera illégal, ce sera combattu, criminalisé, et c'est ça, le trafic. Et donc, le premier trafiquant, c'est l'Empire britannique. Ah oui, qui organise un commerce légal de l'opium et qui du coup va définir le trafic par rapport à ça, en traçant la frontière. Et donc ce sont ces États-là qui tracent les frontières par une série de rencontres. Et la Convention de La Haye, dont on parlait tout à l'heure, est le premier texte international qui engage les pays signataires à appliquer un certain nombre de règles pour la production d'opium, bien l'encadrer, opium et ses dérivés, et puis la coca aussi, pour que ça ne sorte pas en fait du monopole des médecins et des pharmaciens et du profit que les États et les entreprises agréées peuvent tirer de tout cela. Donc il est évident que le commerce des drogues en tant que tel, c'est un vrai moyen, un vrai moyen d'échange, un vrai moyen de négociation. Ça l'a été énormément aussi sur l'aspect militaire. Je pense au Nicaragua, il y a eu la guerre de la CIA pour renverser le régime au Nicaragua, qui a permis ce trafic énormément. Je sais que les États-Unis dépensent des sommes colossales pour essayer de lutter contre. En France, on dépense des sommes colossales pour lutter contre. Aux États-Unis, on dépense pour lutter contre la cocaïne. Les États-Unis est le premier pays consommateur de cocaïne au monde. En France, on lutte contre le cannabis. On est le premier consommateur de cannabis en Europe. Il est où le problème ? Est-ce que ce sont les luttes, les politiques qui sont mal réfléchies, mal pensées avec les mauvais interlocuteurs, ou alors on fait semblant d'eux pour
rassurer la mère de famille et les parents qui envoient leurs enfants à l'école? Ou est-ce que c'est, comme vous le sous-entendez dans votre livre, c'est impossible, on n'y arrivera pas, mais on se doit de le faire? Alors, on doit le faire effectivement pour rassurer la mère de famille, les parents, puisqu'il y a toute une diabolisation en fait, de la drogue, toute une mythologie négative associée à la drogue, qui fait que ça fait paniquer facilement l'opinion publique. Donc on a plutôt envie de hurler avec les loups. On ne fait pas la promotion de la drogue, c'est bien évidemment quelque chose qu'il faut éviter et qui est interdit et que... On ne conseille à personne d'en prendre, hein. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais bien évidemment. Je voulais juste préciser. Il y a certaines frilosités qui empêchent le législateur de poser clairement le problème. Puis après, il y a tout un équilibre qui s'est institué, à la fois une économie parallèle, et on se dit, mais la démanteler du jour au lendemain comme ça en légalisant, est-ce que ça pourrait pas déstabiliser complètement des équilibres d'économie parallèle et souterraine? Il y a aussi toute une bureaucratie officielle de lutte contre la drogue, hein, des agences de répression nationales, internationales qui sont occupées à cette tâche. Du jour au lendemain, ils se retrouveraient sans métier. Est-ce qu'ils sont efficaces? Non, ça tout le monde est d'accord pour dire, y compris des gens qui sont passés par ces institutions-là, puis qui finalement ouvrent leur langue une fois qu'ils ont mais alors les quittent. Ça coûte cher, les gens payent, on paye pour ça. C'est pas moi personnellement, mais tout le monde contribue à... C'est toujours assez difficile de remettre en question des équilibres qui préexistent et qui là sont là en place depuis 30-40 ans. Oui, mais ce sont des phases de prohibition. Excusez-moi, je vous coupe parce que ce sont des équilibres qui déséquilibrent en fait. Ils n'apportent aucun équilibre ces équilibres-là. Enfin, alors, je me permets de le dire, mais il y a une énorme hypocrisie, on est d'accord. Vous parlez de coût, puis il y a aussi un coût humain terrible. Parce que cette guerre à la drogue, en fait, elle touche surtout les petites mains du trafic. Parce que dans ces économies criminelles de la drogue, elles sont extrêmement décentralisées, extrêmement éparses, plurielles. Et en fait, la répression, c'est toujours les petites mains du trafic. C'est sur celle-là que la répression va s'abattre. Les passeurs, les mules, les petits dealers, les petits trafiquants. Les gros trafiquants, eux, ils savent très bien jouer de complicité politique et autres. Ils savent aussi invisibiliser les flux financiers qu'ils manient. Ils savent toujours se retirer de la répression. Donc c'est très dur de remonter jusqu'à eux. Donc en fait, on ne fait que couper des têtes à une hydre, hein, et des têtes qui repoussent sans cesse parce que ce sont les exécutants qui font les frais de la guerre à la drogue. Donc en plus, le coût humain est terrible pour tous ces petits trafiquants, ces petites mains qui vont donc encourir la mort ou la prison. Hein. Mais là, on parle de drogue, mais j'aurais tendance à dire qu'on parle de drogue récréative, entre guillemets. On parle de la cocaïne, du cannabis. Mais il existe d'autres types de drogues. Vous parlez, parce que c'est en parlant des petites mains que ça m'a fait penser à ça. Je pense au problème du tramadol, par exemple, au Togo. Télésud est très présente en Afrique. Par notre correspondant, il nous a alerté justement sur ce problème. Et là, c'est pas du tout récréatif. Là, c'est pour pouvoir travailler plus, pour pouvoir donner encore plus. Donc, se tuer à la tâche, là, prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a des drogues de classe. Oui, c'est plutôt des types de consommation et effectivement, oui, on peut rabattre ça sur une analyse en termes de classe sociale. Il y a plein de gens qui utilisent la drogue effectivement pour tenir. Mais bon, ça, c'était pas différent des Indiens du Pérou qui mâchaient la pâte de coca pour travailler dans les mines d'or de Potosi au XVIe siècle. La drogue ils n'allaient pas en prison pour ça. Non, bien sûr. Mais le tramadol, c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de la frontière entre drogue et médicament. Le tramadol est un médicament. Donc, et c'est le trafic finalement qui est combattu. C'est la sortie du tramadol hors du circuit, je dirais, légal, médicaments. Est-ce qu'il existe un lobby des drogues comme un lobby de l'alcool ou un lobby de la cigarette? Est-ce qu'officieusement, un État, quand il est en train de préparer ses politiques de prévention sanitaire, enfin de prévention de santé, quand il est en train de préparer, est-ce qu'il doit prendre en compte l'économie que génère la drogue, les problèmes sécuritaires que génère la drogue, les problèmes de suivi psychologique, psychiatrique que génère la drogue? Est-ce qu'il y a des gens, alors un lobby peut-être pas, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'occupent de ça 24 heures sur 24 sans hypocrisie? Un lobby de la drogue, non, c'est un petit peu exagéré. Il y a divers intérêts en fait qui rentrent dans la configuration. Il peut y avoir les intérêts des industries pharmaceutiques qui produisent des substances psychotropes, mais et qui partent de la même base que oui, bien sûr. Opium, la frontière drogue et médicaments coca, est arbitraire, elle est juridique, mais elle a été déposée arbitrairement sur des substances finalement dont les effets sont similaires. Simplement une différence de circuit, le circuit légal autorisé, encadré, puis ce qui sort de ce circuit-là,
qui est criminalisé, prohibé. Et on a tendance à oublier aujourd'hui l'aspect effectivement économique, légal. On oublie que le système de prohibition est avant tout un système de régulation en fait, de toute une économie mondialisée parfaitement légale. Alors la question qui tue, quelle est la solution? Quelle serait votre solution? Qu'est-ce que demain un ministre, un décideur a la chance de lire votre livre et une lueur arrive, un déclic vient, il vous appelle et vous dit bon, j'ai bien compris, tout ce que vous dites et tout ce que vous exposez est vrai. Que doit-on faire? L'historien est là pour, pas forcément pour guider la politique publique, mais pour retracer une histoire, montrer qu'effectivement la prohibition n'a pas marché. C'est pas pour autant pour plaider, de dire le contraire. Il faut surtout être très prudent en fait, parce que la légalisation, ça peut être une vue de l'esprit, une solution intéressante pour d'un coup régler tous les problèmes, parce que la dépénalisation qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, elle ne règle qu'une moitié des problèmes, elle décriminalise l'usager, mais elle laisse en l'état toutes les économies clandestines. La légalisation, on voit que certains États américains l'ont fait sur le cannabis. Les résultats aujourd'hui, après 7 années, je pense au Colorado, par exemple, 7 années d'expérience, ne sont pas forcément très très positifs parce que la légalisation s'est faite dans des formes très encadrées quand même. De quel point de vue c'est pas très positif? Par exemple, on vend le cannabis dans des boutiques spécialisées. Ça n'intéresse pas forcément les dealers de se reconvertir pour devenir des petits boutiquiers ordinaires, des épiciers de ces pot shops. Et pour les consommateurs? Et puis pour les consommateurs, finalement, ça rend la vie plus simple à des consommateurs aisés. C'est là qu'on retrouve l'argumentaire sur les classes. Le consommateur des classes moyennes et des classes aisées, qui finalement a un accès plus favorisé aux produits et qui s'en sort encore mieux. Mais pour le petit usager de la rue, finalement, lui ne se sent pas forcément motivé, intéressé à intégrer ce circuit légal des pot shops. Il va continuer à s'approvisionner aux dealers dans la rue comme il le fait depuis toujours. En plus, l'usager précaire est bien souvent un usager revendeur lui aussi, qui est à la fois petit trafiquant et usager. Pour lui, finalement, les choses ne changent pas et il est toujours finalement victime d'une guerre à la drogue qui n'a pas été stoppée par la manière dont la légalisation du cannabis s'est faite dans ces quelques États américains. Alors, on le voit aussi dans les drogues, il y a beaucoup de modes. Il y a des drogues qui viennent, des nouvelles drogues. Est-ce que si jamais on se mettait à légaliser et à dépénaliser, par exemple, le cannabis, ça ne va pas ouvrir la porte à une nouvelle drogue qui va arriver, qui va prendre utilisé depuis maintenant plusieurs décennies par les opposants à la légalisation de certaines substances qui disent en fait, ce qui fait l'attrait de la drogue, quand même, c'est l'interdit aussi, c'est la transgression. Et donc, si on rend d'un seul coup la substance légale, elle ne va pas intéresser un certain nombre de marginaux, de jeunes en rébellion qui ont envie de se distinguer par la transgression. Et donc, peut-être que du coup, ils se reporteraient sur d'autres substances qui seraient plus dangereuses. Parce que le cannabis, effectivement, est la moins dangereuse des drogues. Elle n'est pas létale. Et puis ces effets nocifs, il y a bien pire dans d'autres substances addictives. Et peut-être que du coup, on conduirait les consommateurs vers d'autres substances. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une hypothèse. Mais bon, les partisans de l'anti-légalisation utilisent cet argument-là, un argument de poids quand même, pour absolument. Tout faire pour qu'on n'en mette pas en question le consensus prohibitionniste. Alexandre Marchand, merci beaucoup. Alors, je rappelle votre livre, c'est Prohibition interdite, toxicomanie et drogue en France, ou drogue et toxicomanie en France, que je vous conseille vivement de lire. Vous aurez beaucoup de réponses autres que celles qu'on entend. C'est quand même un livre très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau TLS+. D'ici là, comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir.